L'Antenne 110 est une institution située en Belgique, fondée par Antonio Di Ciaccia en 1974. Elle accueille des enfants autistes et psychotiques. Certains sont hébergés durant la semaine, d'autres viennent pour la journée. La convention avec l'administration sanitaire nous permet de recevoir les enfants en moyenne 3 ans. Pour des raisons liées aux réformes incessantes de l'État belge et de son administration, l'Antenne 110 a jusqu'à présent échappé au rouleau compresseur des évaluations standardisées et autres démarches qualité. Mais ce rouleau est en route et nous nous sommes posé la question de savoir s'il ne fallait pas l'anticiper pour proposer notre propre outil d'évaluation. Nous avons pour cela relu les échanges entre Jacques-Alain Miller et Jean-Claude Milner dans le livre « Voulez-vous être évalué ?», ainsi que d'autres textes sur la question. Ils nous ont rappelé qu'il nous fallait résister aux sirènes de l'évaluation, car même si elle est dite qualitative, elle relève du discours du maître. Mais les sirènes continuent à chanter. Dès lors, comment s'attacher au mât de notre orientation et trouver ce discours? Nous avons décidé de retourner la question en nous appuyant sur la proposition d'Éric Laurent dans la bataille de l'autisme. Partir de la clinique, de la rencontre singulière avec les enfants, un par un, pour tenter de présenter dans une langue audible ou lisible par l'autre de l'administration, ce qui fait la particularité de notre orientation, ce sont les exemples qui sont les thèses, plutôt que l'inverse, nous indique Éric Laurent. Ceci dit, tout cela ne garantit pas l'orientation psychanalytique de notre pratique. Si son vœu est de s'inscrire dans la section de psychanalyse appliquée telle que définie par Lacan dans son acte de fondation, à savoir de thérapeutique et de clinique médicale, il reste que ce n'est jamais acquis. Car le danger de voir le tranchant de cet acte s'émousser dans ses conséquences est toujours présent. Il faut chaque fois un réveil. Ce réveil est provoqué par la jouissance qui fait effraction chez les enfants et par l'impossible à supporter qui l'accompagne. Et comme Virginio Maillot insistait à nous le rappeler, nous savons que face à ce réel non domesticable, nous avons à ne pas savoir à la place du sujet. C'est à partir de ce trou foré par le réel que nous tentons, dans les réunions d'équipe, à partir des impasses et des trouvailles de chacun des intervenants, de frayer une issue. Nous nous appuyons pour ce faire en les interrogeant sur les concepts de la psychanalyse élaborés par Freud et Lacan, éclairés par Jacques-Alain Miller, ainsi que sur les travaux orientés par l'école de la cause freudienne, de l'Institut psychanalytique de l'enfant et du Centre d'études et de recherche sur l'autisme, travaux auxquels des collègues de l'antenne contribuent. Il est clair que l'autisme et la psychose n'ont pas attendu le déclin du père pour que son nom soit hors jeu. Des figures dégradées peuvent officier sous la forme de méthodes éducatives et il se peut que certains sujets, notamment autistes, soient dociles au signifiant qui fait injonction. Mais c'est probablement, surtout pour que l'autre les laisse tranquilles. Le plus souvent, la jouissance fait effraction. Elle peut survenir dans le champ de l'autre, incarné par sa demande, son regard ou sa voix, mais aussi bien dans le corps. Et le sujet peut vouloir la négativer par le passage à l'acte auto- ou hétéroagressif.
S'il est donc essentiel, en effet, de réfréner la jouissance, il s'agit de mettre en œuvre un autre moyen que celui d'une méthode autoritaire. Réfréner, c'est ralentir, limiter, voire stopper le mouvement, l'expansion ou l'intensité de quelque chose, marqué par l'excès. Proposons border la jouissance. Pour que cela soit possible, il s'agit que celle ou celui qui cherche à se faire partenaire de l'enfant se présente à lui en réduisant au maximum les manifestations de l'autre qui peuvent le menacer, en faisant un usage de la parole qu'il puisse supporter, en acceptant de se laisser destituer, barrer ou encore régler. Ces conditions de l'autre sont nécessaires, mais néanmoins non suffisantes. Il s'agit aussi de repérer ce à quoi l'enfant est déjà depuis toujours au travail, comme le soutient Virginie Obayo, de repérer ce qui le préoccupe, le symptôme qu'il tente de construire dans son rapport à la langue, au corps, aux objets du monde, ou pulsionnels, pour pouvoir s'y insérer. En ce qui concerne particulièrement l'autisme, si la jouissance peut faire retour sur le bord, comme l'avance Éric Laurent, il est bien souvent au préalable nécessaire de construire ce bord, de soutenir l'enfant dans la constitution même de ce bord, pour pouvoir y localiser la jouissance. Cette localisation a déjà fonction de limitation. Elle peut être la prémisse d'une série de déplacements. Le développement de ce travail subjectif peut impliquer l'appel, l'offre et l'accès à des éléments très divers permettant la construction d'une chaîne singulière, amalgamant, signifiant, objet, action et façon de faire, selon la formule juste d'Éric Laurent. Mais ils ne sont pas imposés par l'autre, ils sont saisis par l'enfant pour répondre à sa question de sujet. Des effets de perte, de bord pulsionnel, de désincarcération de la jouissance mortifère peuvent s'en suivre. Et ce n'est pas sans satisfaction, puisque l'élaboration même, le travail lui-même, peut être partagé et procurer du plaisir. Je dirais que ce qui est incarné là n'est pas de l'ordre de vouloir réfréner la jouissance. Ce qui est incarné, c'est un désir, celui de se laisser interroger par l'énigme que représente un enfant, de se laisser concerner par les sollicitations du sujet, qu'elles soient bruyantes ou discrètes, tonitruantes ou silencieuses. La pratique à plusieurs est le nom qu'a donné Jacques-Alain Miller à la pratique de l'antenne 110. Elle reste le pilier de l'orientation du travail telle qu'elle a été définie par Antonio Di Ciaccia. Cette définition est très précise. La spécificité de la pratique à plusieurs a été inventée, non pas pour des raisons d'organisation, d'équipe ou institutionnelle, mais pour des raisons de structure. Elle se base sur l'indication de Lacan dans l'Étourdi, selon laquelle les enfants autistes ou psychotiques sont dans le langage, mais hors discours, sans le secours d'aucun discours établi. Pour eux, le symbolique n'est pas articulé comme chaîne signifiante qui pourrait négativer la jouissance. Au contraire, les mots sont la chose, ils sont immergés dans le réel. Cela implique que dans ces cas, le sujet supposé savoir n'a aucune opérativité. Il s'agit donc d'abord, pour chacun, de se destituer de toute supposition de savoir liée
à sa formation, qu'elle soit psychanalytique ou autre, ou liée à sa fonction dans l'institution. Alors, d'autres modalités de transfert sont possibles. En somme, faire table rase d'un savoir sur l'enfant permet de se mettre à son service, de se faire objet multifonctionnel pour le sujet, comme le propose de façon éclairante Jacques-Alain Miller dans son texte « Les contre-indications au traitement psychanalytique ». Il s'agit, je le cite, de se prêter à des usages très distincts de celui qui était conçu sous le terme de psychanalyse pure. Cet objet multifonctionnel ne veut rien a priori pour le bien de l'autre. Il est sans préjugé quant au bon usage qui peut être fait de lui. Il faut, pour cela, qu'il ait cultivé sa docilité jusqu'à savoir prendre, dans le sujet tout venant, la place d'où il peut agir. Donc, pratique à plusieurs ne veut pas dire qu'on n'y est pour personne. Au contraire, pour pouvoir agir, une présence est requise, et si elle tient au style de chacun, elle répond aussi aux nécessités de la structure. Cette présence est certainement calculée, elle doit être parfois distraite, elle demande d'autres fois un doux forçage, mais elle peut aussi être attendue de pied ferme par l'enfant, et il s'agit alors d'être au rendez-vous. Elle met aussi en jeu le corps et ses objets. Elle exige certainement de payer de sa personne. Pour terminer ces réponses à des questions, j'en poserai une à mon tour. Parvenir à rendre opérant cet objet multifonctionnel que se fait être l'intervenant dans la rencontre avec un sujet. N'est-ce pas là une mise en fonction du discours de l'analyste qui le met, l'intervenant, à la place de l'agent comme semblant d'objet A ?